C'était l'un de ces matins gris londoniens où le feu crépitait davantage pour tenir compagnie aux pensées que pour chasser le froid. Holmes était assis en face de moi, les longs doigts entrelacés et les yeux mi-clos, dans cette curieuse immobilité qui précédait souvent un bond logique. Le seul bruit dans la pièce était le grattement de ma plume sur une note médicale et le lent tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Puis un faible cliquetis métallique retentit dans l'escalier. Une enveloppe glissa sous la porte. Les pas de Madame Hudson ne l'accompagnaient pas. Holmes ouvrit les yeux sans bouger. « Un télégramme », dit-il calmement, comme si le bruit seul avait fourni l'information. Je me levai, le pris et vis immédiatement que l'adresse était écrite d'une main tremblante. Il fit un léger signe. « Veuillez le lire, Watson. » Urgent. Rendez-vous immédiatement sous le pont ferroviaire de Southwark. Danger de mort. Inspecteur Baines. Le message n'était pas signé, à l'exception de cette brève addition. Le regard de Holmes s'aiguisa. « Baines », murmura-t-il, un type compétent du Surrey, qui nous a déjà aidés par son intelligence dans l'affaire du Bilstone Lodge. Il ne m'aurait pas convoqué sous le pont ferroviaire de Southwark sans raison. L'expression « danger de mort », remarquez la forme singulière, suggère un danger immédiat plutôt que générique. Il se leva, sa robe de chambre tombant sur lui comme une large cape. Le tisonnier heurta la grille. « Vos bottes, Watson. Il y a une odeur de suie et de fer dans notre avenir immédiat. » En quelques minutes, la voiture brinque-ballait le long de Baker Street, ses roues frappant les flaques d'eau de la pluie de la nuit précédente. Le martèlement rythmique des sabots devint le premier battement du motif de notre matinée, constant, mécanique, inexorable, comme s'il faisait écho au mécanisme de la ville elle-même. Nous trouvâmes Baines qui attendait sous l'arcade, sous une fine pluie. Le grondement d'un train passant au-dessus de nos têtes couvrit ses premiers mots. Lorsque le bruit s'atténua, il nous fit signe de nous approcher d'un coin barricadé où un policier montait la garde à côté d'une bâche en toile brute. « Je l'ai trouvé peu après l'aube, » dit Baines. D'après ses papiers, c'était un employé de la Eastern Counties Railway. La gorge tranchée d'un coup net, aucune arme à proximité. Pourtant, il ne manque pas un sou et il n'y a aucun signe de lutte. Et... Eh bien, voyez par vous-même. Holmes se souleva la bâche. Le visage de l'homme était étrangement serein, comme si la mort l'avait surpris alors qu'il était plongé dans ses pensées. Mais à ses côtés gisait un petit objet métallique, un sifflet cassé du type utilisé par les gardes, dont l'embouchure était tordue et noircie par des résidus. Holmes l'examina avec la pointe de son crayon. Intéressant. Cette fracture est intentionnelle. Quelqu'un a essayé de faire taire un avertissement, qui avait peut-être déjà été lancé. Ben fronça les sourcils. Nous n'avons reçu aucun signalement. Alors le train l'a étouffé, répondit Holmes. Remarquez également l'absence de sang près de la blessure. Il a s'était tué ailleurs, puis transporté ici pendant que le train passait au-dessus de nous pour masquer le crime. Le sifflet finit dans une enveloppe. L'enveloppe disparut dans la poche de Holmes. Et les témoins ? Seulement un mendiant qui dort parfois sous l'arche, dit Baines. Il prétend avoir vu un homme vêtu d'un long manteau s'éloigner peu avant le passage du train de marchandises du matin. Holmes leva les yeux vers la travée métallique au-dessus de nous. Un manteau contre la pluie, un bruit pour couvrir le meurtre et l'urgence d'un messager. Il y a un rythme dans ces choses, Watson. La ville fournit son orchestre. Le train suivant passa en grondant. La vibration résonna à travers les pierres sous nos pieds. Les yeux de Holmes suivirent les feux arrière qui s'éloignaient. « Voilà, vous entendez ? Ce battement est l'allié du meurtrier. Ben, nous devons demander au coroner de retarder l'enlèvement du corps jusqu'à ce que j'aie examiné les semelles des bottes de la victime. » Il se baissa, toucha légèrement le cuir et fit un bref signe de tête. Recouvert de sable fin, mais il n'y a aucune trace de dépôts similaires ici. L'homme marchait depuis la rive du fleuve. « Venez, Watson, allons faire un tour à la Tamise avant que la marée n'efface notre première preuve. » Ben semblait mal à l'aise. « Pensez-vous que la rivière soit impliquée ? » « Je pense, » dit Holmes, que son silence l'est. Nous laissâmes le policier à son devoir et sortîmes dans la faible lumière du jour. La cloche lointaine de St. Saviour sonna 9 heures. Chaque coup semblait marquer une pensée entre nous, mesurée et grave. La pluie recommença à tomber, tambourinant légèrement sur le toit du taxi. Une autre note dans le refrain mécanique de la ville. Holmes était assis, les bras croisés, la lumière grise traversant son visage. Observez l'économie de la chose, Watson. Un lieu de bruit constant choisi pour cacher un seul son. La suppression d'un sifflement, la destruction d'une voix. Quiconque a orchestré tout cela apprécie le silence plus que le sang. Pourtant, osais-je,
Il t'a envoyé chercher. Serait-ce un piège? Holmes plissa à nouveau les yeux. Chaque mélodie invite son écho. Nous écouterons attentivement ce que la rivière choisit de répéter. Le taxi tourna vers le sud. Les roues sifflèrent dans l'eau peu profonde. Le battement métallique d'un train lointain s'estompa derrière nous, constant comme une impulsion qui refusait de s'éteindre. Le sifflement des roues s'intensifia à mesure que nous nous approchions de la berge. L'air était chargé de l'odeur des briques humides et du goudron. Holmes se pencha soudain en avant, tapotant la vitre. « Chauffeur, près du pont, là, près des dépôts de charbon. » Nous nous sommes arrêtés à côté d'un escalier étroit qui descendait vers la Tamise. La rivière, brune et gonflée par la pluie nocturne, murmurait sous les arches comme si elle avait sa propre intelligence agitée. Holmes sauta dehors et me fit signe de le suivre. « Vous comprenez le schéma, Watson? Un homme tué ailleurs, transporté sous le couvert du bruit. La question est, d'où et pourquoi le pont ferroviaire comme scène ?» Le bruit d'une chaîne de péniches qui approchait souligna ses paroles. Son rythme strident se confondait avec le bourdonnement sourd de l'eau, le même impulsion mécanique qui nous avait suivis depuis Baker Street. Il s'accroupit près du pied des marches, examinant le sol boueux. « Ah, le sable sur les bottes de la victime vient d'ici. Mais remarquez qu'il y a 2 séries d'empreintes. La première, plus profonde, qui mène vers le bas, la seconde, plus légère, qui revient en arrière et espacée de manière irrégulière, comme si elle était alourdie. Je m'agenouillais à côté de lui. Donc notre meurtrier a ramené le corps? Exactement. Observez cette empreinte, arrondie, métallique. Il enfonça un doigt dans le sol humide. La pointe d'un bâton, alourdie, et ici, une trace d'huile moteur, à en juger par l'odeur. Nous nous approchons du quartier industriel. Notre homme n'est pas le vagabond décrit par le mendiant, mais un ouvrier exerçant un métier technique. Un cri retentit au-dessus de nous. L'inspecteur Baines descendait à notre suite, ses bottes résonnant sur la pierre. « Holmes, nous avons retrouvé la trace du télégramme. Il a été envoyé depuis le bureau de poste du quartier, à 2 pâtés de maison d'ici, à 8h30. Or, le corps a été découvert à 6h. Comment un homme mort peut-il envoyer un message plusieurs heures après sa mort? » Les yeux de Holmes s'illuminèrent. « Excellent. Cette contradiction, Baines, est la clé de l'énigme. » Il se tourna vers l'eau, où le moteur de la péniche haletait et tout sautait comme un animal mourant. Quelqu'un voulait m'attirer ici après le crime, pas avant. Le télégramme était un leurre. Ben fronça les sourcils. Alors qui voulait vous impliquer? Le meurtrier, peut-être? Ou quelqu'un qui craint le meurtrier? Holmes se leva, balayant la boue de ses genoux. Watson, remarquez la constance du motif sonore. Les trains, la rivière, les moteurs. Notre correspondant inconnu travaille dans le bruit. Il en dépend, et pourtant, il l'utilise maintenant à mauvais escient. Un homme habitué à se cacher dans le vacarme peut paniquer lorsque le silence menace de le démasquer. Nous suivîmes une ruelle étroite qui longeait la rivière, où les riveteurs travaillaient parmi des piles de plaques de fer. Les étincelles jaillissaient et mouraient dans les flaques d'eau, leurs brefs sifflements scandant nos pas. Holmes se déplaçait comme guidé par ce rythme, le regard passant rapidement du mur au sol. « Entendez-vous ce battement, Watson ? Chaque coup de marteau revient avec un léger retard. Il travaille en suivant le signal du sifflet du chef d'équipe. Enlevez ce sifflet et c'est la confusion. » L'idée me frappa. Alors, le sifflet cassé près du corps, était-il le sien? Plus probablement celui de son bourreau, répondit Holmes. Notre victime était peut-être un subordonné, réduit au silence avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Au bout de la ruelle se trouvait un petit bureau en tôle ondulée, dont la porte était entr'ouverte. Ben fit signe à un agent et nous entrâmes. À l'intérieur, un seul télégraphe était posé sur un bureau à côté d'un registre taché d'encre. Les doigts de Holmes feuilletèrent sur les pages. Commande de fourniture ferroviaire, graisse, boulons, lampe de signalisation. Mais regardez, une entrée a été effacée, la ligne a été délibérément rayée. Expédition, sifflet, 3 manquants. Watson, c'est précisément cette phrase qui relie nos preuves. Ben émit un sifflement étouffé. Donc, une valve est cassée, peut-être pour fabriquer ce sifflet. Ou pour détruire les preuves, dit Holmes. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Voilà, le faible cliquetis du relais du télégraphe. Quelqu'un l'a utilisé récemment. Il souleva délicatement le fil. Les bobines étaient encore chaudes. Notre visiteur est parti il y a quelques minutes. À travers la fenêtre embuée par la pluie, nous aperçûmes un mouvement. Une silhouette sombre traversait le dépôt de charbon. Holmes fut le premier à atteindre la porte, son manteau flottant derrière lui.
Vite, avant que le rythme ne s'arrête. Nous le poursuivîmes à travers le labyrinthe de caisses et de moteurs. Le cliquetis du métal et le sifflement de la vapeur nous enveloppèrent dans la confusion. À 2 reprises, je perdis de vue la silhouette élancée de Holmes au milieu de la vapeur. À 2 reprises, je le retrouvai, guidé par la précision de ses pas. Le fugitif, se rendant compte qu'il était poursuivi, se précipita le long de la voie de raccordement et disparut dans un wagon de marchandises laissé ouvert. Holmes me fit signe de me taire, sortit de sa poche le petit sac contenant le sifflet cassé et le leva. Puis, d'une voix à peine audible au-dessus du bruit du moteur, il cria « Yardley, vous ne pouvez pas vous échapper !» Baines le fixa du regard. « Vous le connaissez ?» Holmes garda un ton calme. « C'est un chef d'équipe des travaux de signalisation. C'est lui qui a rempli cette entrée du registre de sa propre main. Venez, Watson. » Nous avancions lentement. À l'intérieur du wagon, les ombres tremblaient sous les vibrations du train. « Il est armé !» murmura Baines. « Nous devrions attendre d'autres hommes. » Holmes secoua la tête. « Le rythme impose l'immédiateté. Écoute, il tape sa canne sur le sol métallique pour calmer ses nerfs. Cela aussi nous en dit long. » Il entra dans le wagon. « Votre courage vous abandonne, Yardley. Dommage. C'est justement votre courage qui vous a poussé à faire chanter un meurtrier. » Une voix rauque répondit dans l'obscurité. « Reculez. Je ne l'ai pas tué, je le jure. » Holmes s'arrêta, sa silhouette se découpant nettement contre la lumière grise. « Non, vous avez seulement regardé et tiré profit de ce que vous avez vu. Mais vous avez été vu à votre tour. L'homme qui a fait taire l'employé vous fera bientôt taire vous aussi. » La canne de Yardley tomba bruyamment sur le sol. Il m'avait promis la moitié de la cargaison. Je pensais qu'il voulait seulement effrayer le garçon, pas... Un sifflement lointain retentit. Un train qui partait. Le son emplit le wagon comme une tempête qui approche. À cet instant, Yardley nous dépassa d'un élan, sortit sous la pluie et disparut au-delà des voies. Ben jura. « Il va se faire écraser !» Holmes tendit la main pour l'arrêter. « Non, il ne traversera pas à l'aveuglette. Ce son est son refuge, pas son danger. Il s'y cache comme il l'a toujours fait. » Il désigna l'arche où le moteur vrombissait au-dessus de leur tête. Il retourne sur les lieux du crime. Nous restâmes à l'écoute tandis que les rousses de fer rugissaient au-dessus de nous, chaque tour résonnant à travers la pierre humide. Le visage de Holmes était grave, sa voix basse. « Le rythme s'accélère, Watson. Sous ce battement, il n'y a pas seulement un meurtre, mais un accord, une symphonie de tromperie qui n'a pas encore atteint son apogée. » Les dernières vibrations s'évanouirent dans le silence, rompues seulement par une seule goutte tombant du toit du wagon sur le sol, une note solitaire annonçant le prochain mouvement. La goutte résonna une fois, puis une autre, avec un son régulier comme une horloge marquant la pause haletante qui suivit la fuite de Yardley. Le regard de Holmes resta fixé sur l'obscurité sous l'arche, son profil net se détachant dans le brouillard. « Nous n'allons pas le poursuivre à l'aveuglette, » dit-il finalement. « Le meurtrier utilise le rythme à la fois comme camouflage et comme arme. Le poursuivre en suivant son rythme serait une folie. » Baines s'agita avec impatience. « Mais si Yardley disparaît, nous perdons notre seule piste. » Holmes leva la main. « Il ne disparaîtra pas. La panique l'a rendu maladroit et la maladresse laisse des traces dans l'esprit comme sur les bottes. Venez, Watson, il y a plus à apprendre du silence que du bruit. » Nous retournâmes vers la rivière, tandis que la bruine s'intensifiait en un brouillard froid. Sous le grondement de la voie ferrée, l'air vibrait faiblement, comme si la ville elle-même murmurait des secrets à travers ses tuyaux et ses poutres. Holmes s'arrêta près d'un lampadaire dont le verre tremblait au passage de chaque locomotive. « Voilà, dit-il doucement en touchant sa base. Le tremblement révèle une cavité. Sous ce trottoir, un conduit, peut-être désaffecté, qui mène aux entrepôts. Notre meurtrier avait besoin de se cacher pour passer. L'escalier de la rivière et l'arche n'étaient hantés que son entrée. » Ben s'agenouilla pour examiner les pierres. « Un canal d'évacuation ? Plus probablement un ancien tunnel de service, répondit Holmes. La compagnie ferroviaire en a scellé beaucoup après les années de choléra. Si celui-ci est resté ouvert, il offrirait un passage parfait pour ceux qui en connaissent que les courbes. » Le policier prit un pied de biche, et en quelques minutes, la pierre céda, révélant un puits humide qui descendait dans l'obscurité. Une odeur d'huile et de rouille s'éleva dans l'air. Holmes sourit faiblement. « Vous voyez, Watson, le sable de la rivière sur les bottes, l'absence de traces de lutte, tout concorde. Notre victime a été emmenée par ce passage. » Je jetai un coup d'œil dans l'obscurité. « Alors Yardley pourrait revenir par le même chemin. » « Exactement. Et c'est pourquoi nous le rencontrerons à la sortie. »
Il ordonna à Baines de poster des hommes à chaque sortie visible le long de la rivière, puis il me conduisit en bas de l'étroite descente. L'air devint lourd, rempli du goutte à goutte constant et du rythme lointain des trains au-dessus de nous. La voix de Holmes s'adoucit, apaisant mon malaise. Vous remarquez l'écho? Chaque son se répète 2 fois, une fois naturellement et une fois métalliquement. Les murs sont recouverts de tuyaux en fer. Je pense qu'il s'agit d'un ancien relais de signalisation. Quelqu'un l'a reconnecté récemment. Je passai ma main le long du mur et la retrouvai lisse de graisse fraîche. Dans quel but? Pour transmettre des vibrations, murmura Holmes. Imaginez, Watson, un système qui transporte un signal codé de l'arc à l'entrepôt, inaperçu parmi les bruits de la ville, un assassin qui communique à travers le battement même du cœur de Londres. Cette idée me glaça davantage que l'humidité. Un faible cliquetis résonna devant nous. 1, 2, 3 battements, puis le silence. Holmes accéléra le pas. Voilà, le modèle de son signal. 3 coups brefs, danger ou retard. Nous émergeâmes dans une caverne éclairée uniquement par une lampe à huile posée sur une caisse. Yardley était accroupi à côté, le visage pâle, les yeux fixés sur la porte au fond de laquelle se trouvait un autre homme, une silhouette aux épaules larges, vêtue d'un manteau en cuir, les traits cachés par l'ombre. La voix de Holmes retentit. « Éloignez-vous de lui, Yardley. » Le plus grand des 2 hommes se retourna. « Trop tard, monsieur Holmes. » Son accent avait une forte intonation cockney. « Vous en avez déjà assez dit. » Avant que Bain n'ait pu pointer son arme sur lui, l'homme attrapa Yardley par le col et le projeta contre le mur. On entendit un bruit sourd. Yardley s'effondra, inconscient. Holmes réagit avec une rapidité surprenante, frappant la lampe sur le coffre. La pièce fut plongée dans l'obscurité. « Baissez-vous, Watson !» cria-t-il. Le bruit des bottes en retraite résonna contre les escaliers métalliques, suivi du grincement d'une valve qui tournait. La vapeur rugissait à travers des tuyaux invisibles, étouffant tout autre bruit. Je sentis la main de Holmes me serrer le bras. « Par ici, restez baissés !» Nous trébuchâmes vers les escaliers, tandis que la vapeur devenait plus dense. Le sifflement me remplissait les oreilles, se confondant avec le grondement d'un train qui passait au-dessus de nous, jusqu'à ce que les 2 sons deviennent indiscernables. Un rythme vaste et oppressant qui semblait nous poursuivre dans l'obscurité. Nous finîmes par sortir à l'air libre derrière les entrepôts, toussant. Holmes se redressa, les yeux brillants malgré la fumée. Il a utilisé la soupape d'échappement pour masquer sa fuite. Génial! Chaque fois que les trains passent, il peut disparaître dans leur ombre. Ben s'essuya le front. « Tu as vu son visage ?»« Seulement le reflet d'une chevalière, » répondis-je. « Ovale, avec un oiseau gravé dessus. » Holmes acquiesça sombrement. « Un corbeau, peut-être. Il existe une société d'ingénieurs, Raven & Hutt, chargée de l'entretien des signaux sur cette ligne. Notre homme pourrait être l'un d'entre eux, ou leur chef. » Bain s'agenouilla près du corps inerte de Yardley. Il respire encore. Dois-je appeler un médecin? Oui, répondit Holmes. Et faites-le conduire à Scotland Yard sous escorte. Il pourrait encore parler, même si ses paroles seront empreintes de peur. Lorsque nous fûmes seuls, Holmes se regarda de l'autre côté de la rivière, où les barges flottaient, comme des ombres lentes. Vous entendez, Watson, le courant sous le bruit? Chaque crime est une note dans une composition plus grande. Cet homme croit être le compositeur, mais la mélodie trahit sa main. Vous voulez dire que c'est le son lui-même qui le trahit? Holmes sourit faiblement. L'oreille humaine, Watson, est fidèle à la vérité. Une fausse note revient toujours à son origine. Il se retourna brusquement. Écoutez. Un faible cliquetis provenait de la direction de l'arche ferroviaire. 3 coups brefs, le même schéma que précédemment. L'expression de Holmes se durcit. Le signal se répète. Il se croit suffisamment en sécurité pour appeler à l'aide. Il ne peut pas savoir que nous l'avons entendu. Que faisons-nous? Nous répondons de la même manière. Holmes leva sa canne et frappa 3 fois un lampadaire voisin, reprenant exactement le même rythme. Le métal résonna dans le brouillard. Au bout d'un instant, un cliquetis lointain répondit, 2 fois seulement, hésitant. Les yeux de Holmes brillèrent. 2 coups, question. Il doute de la source. Bien, nous le maintiendrons dans le doute jusqu'à ce que nous sachions qui attend de lui répondre. Une sirène à vapeur retentit depuis la Tamise, longue et lugubre. Holmes pencha la tête, écoutant comme s'il voulait décoder le son. Notre adversaire compte sur le chaos pour parler à sa place. Nous ferons en sorte que l'ordre soit sa perte. L'écho de la sirène s'évanouit au loin, laissant place à un silence fragile. Holmes remit son chapeau. « Venez, Watson. Les bureaux de Raven & Hutt doivent encore être ouverts.
Il est temps de découvrir qui dirige cet orchestre d'acier et d'ombre. Le bourdonnement rythmique des rails traversait l'eau, faible mais incessant, comme un battement de cœur qui semblait s'accélérer à mesure que nous nous approchions. Le bourdonnement des rails semblait nous guider, tandis que nous traversions la cour vers les bureaux de l'entreprise. Chaque locomotive qui passait envoyait une vibration à travers les pavés, une impulsion souterraine sous nos pieds, comme le battement constant d'un cœur mécanique. Holmes marchait rapidement, la tête baissée, ses doigts gantés tambourinant un motif imperceptible sur sa cuisse. « Remarquez, Watson, qu'il ne répond qu'avec le son, dit-il. Un homme qui craint de parler craint les témoins. Le rythme est son code et sa cachette. » L'enseigne Raven & Hutt, ingénieur ferroviaire et entrepreneur en signalisation, oscillait faiblement dans le vent humide au-dessus du portail de la cour. À l'intérieur, les lampes brûlaient à faible intensité et l'air sentait la paraffine et la limaille de métal. Un seul employé leva les yeux de son registre lorsque nous entrâmes, surpris de nous voir. Holmes ôta son chapeau. « Bonsoir. Monsieur Hutt, je présume ?» L'homme cligna des yeux. « C'est moi, monsieur. Raven est décédé. Puis-je vous demander… » « Sherlock Holmes, » répondit sèchement mon compagnon. « Vous vous occupez de la maintenance des relais de signalisation de la ligne Southwark ?»« Exactement. Même si nous avons eu quelques difficultés ces derniers temps. Certains composants ont disparu. 3 pour être précis, l'interrompit Holmes. Des valves pour les connexions des sifflets. L'expression de Hutt vacilla. « Oui, c'est vrai. Comment savez-vous ?»« Parce qu'une valve est cassée à côté d'un homme mort, » dit Holmes. « Une autre a été détruite pour effacer toute trace de son origine. La 3e, je suppose, est toujours utilisée par le meurtrier. » L'employé pâlit. « Bon Dieu !» Baines sortit, ses bottes craquant sur les planches. « Nous enquêtons sur un décès survenu sous l'Arche ce matin. Vous feriez mieux de répondre honnêtement, monsieur Hutt. L'un de vos hommes avait-il une raison de se trouver près de cette section hier soir ?» Hutt hésita, tandis que le tic-tac de l'horloge murale remplissait le silence. « Seulement monsieur Larcher, monsieur, le chef d'équipe de l'inspection. C'est lui qui est le responsable de cette section. Mais je ne vois pas… Il travaille avec nous depuis 10 ans. » Le regard de Holmes s'aiguisa. « Décrivez-le-moi. » Grand, robuste, cheveux foncés avec quelques mèches grises. Il porte une bague massive. Il dit qu'elle appartenait à son père. Un sceau avec un corbeau, symbole de l'entreprise. Je vis les yeux de Holmes briller de satisfaction. Comme je le craignais. Il se tourna vers Baines. L'homme que nous avons vu dans le tunnel porte le même symbole. Vous trouverez sans doute son nom complet sur la liste des salaires. Baines ouvrit le registre, parcourant la colonne du doigt. Edgar Larcher. Adresse Dock Terrace, Bermondsey. Holmes acquiesça brièvement. Nous lui rendrons visite sans tarder. Hutt nous regarda tour à tour, perplexe. Mais qu'est-ce qu'Edgar pourrait bien avoir à voir avec… Avec tout, répondit calmement Holmes. Un homme habitué à orchestrer des signaux comprendrait le timing, la dissimulation et le masquage du son. Il pourrait organiser un meurtre de manière à ce qu'il coïncide avec le grondement d'un train, sachant que cela couvrirait tout autre bruit. Le tic-tac régulier de l'horloge devint plus fort dans le silence qui suivit. Puis Holmes se retourna, effleurant le bureau avec son manteau. « Merci, monsieur Hutt. Nous nous reverrons. Watson, votre chapeau. Ben, votre pistolet pourrait encore vous rapporter votre salaire. » Dehors, il avait cessé de pleuvoir, mais les rails brillaient encore, et, au loin, un autre moteur gémissait dans la nuit. Nous trouvâmes une calèche, et nous nous dirigeâmes vers l'est, les sabots battant rythmiquement sur les pierres mouillées. Holmes parlait peu, ses pensées étant manifestement plus rapides que les roues. Finalement, je me risquai à demander « Pensez-vous que c'est Larcher lui-même qui a commis le meurtre ?» Il secoua lentement la tête. « Non, Watson. Je pense qu'il en a été témoin, peut-être même complice. Mais quelqu'un d'autre a dirigé l'opération. Le véritable compositeur reste invisible. » Alors, le télégramme avait été envoyé pour vous attirer là-bas ? Les yeux de Holmes brillèrent. Exactement. Un esprit qui joue à la fois sur le temps et le ton souhaitait ma présence non pas pour faire obstacle, mais pour évaluer son travail. Il traite le crime comme une symphonie et moi comme un critique. Baines siffla doucement. Alors il vaut mieux interrompre sa représentation avant qu'il n'entame le mouvement suivant. Nous arrivâmes à Dock Terrace juste au moment où le train de 10 heures passait au-dessus de nos têtes. Le bruit résonna dans la ruelle comme un tonnerre lointain. Holmes nous fit signe de nous arrêter devant une porte sombre marquée du numéro 7. Une faible lumière filtrait à travers les rideaux. Il tourna délicatement la poignée, qui céda. À l'intérieur,
L'air était lourd de fumée. Sur une petite table se trouvait une pile de diagrammes, un bouton télégraphique et une série de joints en laiton. À côté, une bougie à moitié consumée vacillait dans sa propre cire. Et sur la chaise, l'archer en personne, la tête penchée sur la poitrine. « Bon sang !» murmurai-je. « Il est mort ?» Holmes toucha le poignet de l'homme. « Non, il a été drogué. Ça sent le laudanum. On l'a réduit au silence avant qu'il ne puisse parler. » Baines jura à voix basse. « Le malfaiteur est arrivé avant nous. » Holmes examinait l'appareil télégraphique. « Pas tout à fait. Le relais est toujours connecté. Regardez, l'aiguille tremble. Quelqu'un est en train d'émettre en ce moment même. » Il s'assit à la table, les yeux rivés sur l'appareil. Un léger cliquetis rompit le silence. Tap, tap, pause, tap, tap, tap. Holmes griffonna la séquence sur un bout de papier. Le même motif que nous avons entendu sous l'Arche, mais modifié. Une variation, comme si le thème avait mûri. « Tu arrives à le déchiffrer ?» demandai-je. « En partie seulement. Le code est personnel, peut-être musical. Mais remarque, 3 longues à la fin. Elles marquent la conclusion, ou le triomphe. » Un bruit provenant de l'escalier nous fit tous sursauter. Un craquement, puis un autre. Quelqu'un descendait furtivement. Holmes éteignit la bougie et se déplaça vers le mur dans l'ombre. Le verrou de la porte trembla. Je sentis Ben se raidir à côté de moi. L'intrus entra silencieusement. Un homme vêtu d'un manteau de travail portant un petit paquet. Il s'arrêta, sentant que quelque chose n'allait pas. Dans la faible lumière du réverbère qui entrait par la fenêtre, je vis sa main atteindre le cordon du paquet. « Police !» cria Baines en se précipitant vers lui. L'homme jeta le paquet sur le sol et se précipita vers la porte. Holmes se lança à sa poursuite, mais alors qu'il s'élançait, un fort claquement métallique retentit. Le paquet explosa dans un sifflement de gaz qui s'échappait. Une vapeur épaisse se répandit dans la pièce. « Dehors, Watson !» cria Holmes. « Il veut nous étouffer !» Nous titubâmes dans la rue en toussant violemment. La fenêtre derrière nous brillait faiblement. Le gaz avait pris une étincelle de la lampe à l'intérieur, s'enflammant dans un grondement étouffé. Un souffle d'air chaud nous frappa, transportant des fragments de papier qui tourbillonnèrent dans l'obscurité comme de la neige en feu. Holmes s'appuya contre un lampadaire, les yeux brillants à travers la fumée. « Il joue maintenant son crescendo », murmura-t-il. « Mais une symphonie ne peut se terminer uniquement par la destruction. » Quelque part au-delà de la gare, un long grondement grave, profond et délibéré retentit, résonnant entre les arches comme le début d'un final vaste et terrible. L'écho de l'explosion résonna dans les rues, aussi profond qu'une note d'orgue, faisant vibrer les vitres des fenêtres autour de nous. Le visage de Holmes était à moitié éclairé par la lumière mourante du feu derrière la maison détruite. « Le signal, Watson, dit-il brusquement. Il annonce son triomphe à un complice. Ce klaxon n'est pas un son fortuit, il marque l'achèvement. » Baines toussa, sortant un mouchoir de sa poche. « L'achèvement de quoi, monsieur Holmes ? L'homme s'est enfui, que peut-il avoir d'autre en tête ? » « L'achèvement du silence, » répondit Holmes. « Le feu dévore les preuves, le signal confirme l'acte. Il pense que sa composition est terminée. » Son regard se porta vers l'étage supérieur en flammes, où une langue de feu traçait les poutres comme un stylo cramoisi. Pourtant, sa performance laisse une dissonance qu'il ne peut entendre. Je suivis son regard. Le télégraphe ? Exactement. Il a oublié que les vibrations se propagent plus loin que les flammes. Holmes se retourna brusquement. « Ben, appelez des hommes pour surveiller le pont et les arches de la rivière. Il va essayer de s'échapper sous le prochain train en direction du sud. Watson, retournons immédiatement à Baker Street. Je dois confirmer quelque chose. » « Mais sûrement. » Il leva la main. « Tout chef d'orchestre a besoin d'une partition, et le nôtre a laissé la sienne sur ma table. » Le bruit des sabots rompit le silence, tandis que nous montions dans un taxi. Holmes était assis, raide, le regard fixé sur une partition invisible dans son esprit. Je pouvais entendre, faiblement, le son rythmique d'une cloche lointaine qui sonnait 11 heures. Sa cadence mesurée se confondait avec l'écho du klaxon du train, un son répondant à un autre, comme une question et une réponse. Il finit par parler. « Le schéma de ces signaux ne forme pas un simple code. Il est harmonieux, Watson. Des intervalles mathématiques rendus en vibration. Cet homme construit sa communication comme un musicien écrit une mélodie. Et dans quel but ? » « Pour commander son complice, » répondit Holmes. 3 longs signaux marquaient le triomphe, mais à qui étaient-ils destinés ? La réponse ne se trouve pas dans les tunnels, mais sur les fragments de papier que vous avez vus brûler. Nous arrivâmes à Baker Street et trouvâmes le feu encore allumé dans la cheminée.
Holmes se dirigea à grands pas vers son bureau et répandit les restes du télégramme du matin sur sa surface. « Remarquez, mon cher ami, dit-il, l'écriture du message. Irrégulière, discontinue, mais clairement inclinée vers la gauche. Notre machiniste est gaucher. Maintenant, souvenez-vous du sifflement. Sa fracture à droite du centre. Un coup de gaucher. L'archer est droitier. Donc, le meurtrier n'est pas l'archer, conclus-je. Exactement. C'est le collègue de l'archer, quelqu'un qui a accès à ses plans et connaît ses habitudes. Quelqu'un qui pourrait falsifier un télégramme et m'attirer sous le pont ferroviaire sous prétexte de danger. Holmes sortit d'un tiroir la petite enveloppe contenant le sifflet cassé. Observez à nouveau les résidus sur l'embouchure. De la poussière de charbon, mais mélangée à de la peinture. Une seule catégorie de travailleurs manipule les deux, les peintres de signaux. Voilà votre homme. Il appartient donc lui aussi à Raven en Hutt. Holmes acquiesça, et son nom sera juste en dessous de celui de l'archer dans le registre. Je pris la liste sur l'étagère. Voilà, Thomas Keel, peintre de panneaux de signalisation. Holmes sourit légèrement. Keel, un nom approprié pour quelqu'un qui navigue sous le son. Il sortit son violon de son étui et fit glisser son archet sur les cordes, produisant 3 notes longues et graves. Le son résonna dans la pièce. Écoutez, Watson, le même espacement harmonique que le klaxon du train. Le code de notre meurtrier est basé sur la résonance naturelle des rails eux-mêmes. Baines, entrant à bout de souffle, le fixa du regard. « Vous vous êtes mis à la musique, monsieur Holmes ?»« Pas à la musique, inspecteur, aux mathématiques. Keel envoie ses messages à travers les rails, utilisant les vibrations des moteurs en transit pour les masquer. Chaque coup de son relais communique non pas aux hommes, mais aux machines, aux soupapes et aux pistons réglés pour répondre. En bref, il utilise le chemin de fer pour agir à sa place. » Baines cligna des yeux. « Agir à sa place ?» Holmes sourit sombrement. « Il a conçu un mécanisme, inspecteur, qui n'obéit qu'au rythme. Le signal que nous avons entendu ce soir pourrait déclencher la destruction ailleurs s'il n'est pas intercepté. » Un frisson me parcourut. « Mon Dieu, un autre meurtre ? Peut-être pire, dit Holmes calmement. Une catastrophe orchestrée au rythme d'une mélodie. » Il s'approcha de la fenêtre, le violon toujours à la main. La pluie avait recommencé à tomber, murmurant contre la vitre. Le dernier train de la nuit part de Blackfriars à minuit. Si mon interprétation est correcte, Keel a l'intention de faire de ce voyage le dernier. Baines sursauta. Il compte le détruire ? Exactement. Un signal défectueux, activé par une vibration temporisée, actionnera l'aiguillage lorsque le train se trouvera dessus. Tout un wagon de passagers tombera dans la rivière. Ces mots me glacèrent le sang. Alors, nous devons agir immédiatement. Holmes attrapa son manteau. Il n'y a pas de temps à perdre. Watson, votre pistolet. Bain, télégraphiez à Scotland Yard. Coupez l'alimentation électrique du poste de contrôle de Southwark si vous le pouvez, même si je doute que vous ayez le temps. Keel travaille à un rythme soutenu. Son horloge est celle de la ville. En sorcière, descendant les escaliers en courant, nous montâmes dans le taxi qui nous attendait. Les sabots du cheval battaient de plus en plus vite, scandant le motif qui nous hantait depuis l'aube. À travers l'obscurité humide, la ville défilait, floue, dans des bandes de lumière au gaz. Holmes se pencha en avant, encourageant le cocher. « Plus vite, mon ami, des vies dépendent du battement de tes roues. » Alors que nous approchions de la rivière, un grondement sourd s'éleva de la route. Un autre train approchait. Holmes écouta, tapant les 3 mêmes notes sur son genou avec sa main. « Il joue maintenant son final, » dit-il à voix basse. Encore un refrain et le rideau tombera. Le taxi freina brusquement devant la gare de triage. Nous sautâmes dehors. Les hommes de Bain, attirés par l'explosion précédente, étaient déjà dispersés le long du quai. Holmes désigna la petite cabine de contrôle à côté de la voie. Là, le cœur de son instrument. La vapeur sifflait par une bouche près des rails, et à l'intérieur de la cabine, une faible lumière rouge clignotait à intervalles réguliers. 3 longs, une pause, puis un court. La voix de Holmes était aiguë. « Il le prépare pour le prochain train. » Nous courûmes ensemble. Le bruit du moteur qui approchait devenait de plus en plus fort jusqu'à remplir la nuit. Les rails chantaient, sous nos pieds, vivants de vibrations. Holmes ouvrit la porte en grand et arracha les fils à l'intérieur. Des étincelles jaillirent, bleues et furieuses. « Watson, le joint, coupez-le !» Je saisis une clé anglaise et frappai. Le câble se rompit. La lumière rouge s'éteignit. À ce moment-là, le train passa à toute vitesse à côté de nous, si près qu'il nous aspergea de poussière. Le grondement nous enveloppa, un accord colossal de métal et de vitesse, et pendant un instant, je crus que le monde entier tremblait avec lui. Lorsque le bruit s'apaisa,
Holmes resta immobile, la main toujours serrée sur le câble. « Nous l'avons fait taire, » dit-il calmement, « pour l'instant. » Quelque part en amont, un faible écho se fit entendre. 3 coups sourds et délibérés, suivis du son inquiétant d'une seule cloche dans le brouillard. Le son de la cloche flottait dans le brouillard, lourd et vide, comme si la rivière elle-même pleurait quelque chose d'invisible. Holmes tourna brusquement la tête vers le son. « Ce ne sont pas les cloches d'une église à cette heure-ci, » murmura-t-il. « C'est une cloche de bouée, en amont, près du vieux quai de signalisation. » Qu'il s'enfuit par voie maritime. Baines criait déjà des ordres. « Éparpillez-vous, vérifiez les quais. » Les agents se dispersèrent, leurs sifflets résonnant faiblement dans le brouillard ondulant. Holmes, cependant, ne bougea pas. Il avait les yeux mi-clos, écoutant non pas le chaos, mais le silence qui l'entourait. « Vous avez entendu, Watson » dit-il. Aucune réponse du corps, aucun écho de la voix ferrée. Le rythme vacille. Il agit désormais seul. J'acquiesçais, m'efforçant de réguler ma respiration. Il sait que le piège a échoué. En effet, et comme tous les musiciens, lorsque le morceau s'effondre, il cherche un accord final pour le racheter. La main de Holmes serra ma manche. « Venez, son dernier instrument nous attend. » Nous nous dépêchâmes le long de la berge, guidés par cette cloche lugubre. Le brouillard s'épaissit, étouffant nos pas, et la ville sembla se retirer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le clapotis constant de la Tamise. Puis, à travers le brouillard, une faible lueur orange apparut, la lampe du quai qui se balançait sur l'eau noire. Un petit bateau se balançait contre son poteau, et à l'intérieur se trouvait une seule silhouette. Holmes cria « Keel, tu ne dirigeras plus ce soir !» L'homme se retourna. Même à travers le brouillard, je reconnus ses larges épaules, le scintillement de la bague en corbeau. Sa voix était rauque et provocante. « Reculez, Holmes, vous avez gâché ce que vous ne comprenez pas. Ce n'était pas un meurtre, c'était de l'harmonie. » Holmes s'approcha. « L'harmonie construite sur la mort est une discorde de l'âme. » Keel rit d'un rire creux et résonnant. « L'employé nous a trahis, il a vendu nos plans. Je voulais simplement faire taire la corruption qui empoisonnait les rails. Toi, plus que quiconque, tu devrais y voir une justice. » De la justice ? Le ton de Holmes se fit plus âpre. « Vous avez prévu de tuer des dizaines d'innocents pour apaiser votre ressentiment. Pensez-vous que le fleuve emportera un tel raisonnement ?» Keel souleva quelque chose du bateau, un mécanisme en laiton qui brillait faiblement à la lumière de la lampe. Un autre signal, Holmes. Une note pure pour nettoyer le bruit. Il frappa le côté du bateau avec une clé à molette. Une réponse métallique, profonde, résonnante, vivante, monta dessous le quai. Holmes écarquilla les yeux. « Il a miné les piliers du quai. Watson, reculez. » L'avertissement arriva un instant avant l'explosion. Un bruit sourd, puis une vague d'eau et un grondement nous projetèrent tous les deux au sol. La cloche au-dessus de nous oscillait violemment, son tintement se mêlant au grondement des poutres qui s'effondraient. Lorsque le brouillard se dissipa, le bateau avait disparu. La voix de Baines résonna depuis la rive. « Holmes, êtes-vous blessé ?» Holmes se releva lentement, trempé mais impassible. « Non, inspecteur, mais notre homme a sonné le glas. La rivière l'a emporté. » Il fixa le courant sombre où les bulles continuaient de briser la surface. Pourtant, même dans la mort, il laisse un écho. Je suivis son regard. Des fragments du dispositif en laiton flottèrent parmi les débris, émettant un léger cliquetis tandis que l'eau les projetait contre les restes du quai. 3 coups brefs, une pause, puis 2 autres. Holmes s'accroupit, écoutant attentivement. « Il continue à émettre, » murmura-t-il. « Un relais mécanique activé par l'explosion. Il l'a construit pour survivre après lui, comme une signature finale. » Baines nous rejoignit, essuyant la suie de son front. « Alors c'est fini. L'homme est mort, son plan a échoué. » Holmes secoua la tête. « Non, inspecteur. Le schéma persiste. Chaque intervalle mène à sa résonance suivante. Le complice de Keel, il doit y en avoir un encore en vie pour entendre ce signal. » Baines fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il y en a un autre ? Tout duo nécessite un partenaire. » Holmes se redressa, la voix calme mais électrique. « Et nous avons déjà rencontré l'homme qui connaissait suffisamment le mécanisme pour en déchiffrer le rythme. Monsieur Hutt. » Je me souvins du visage pâle et des mains tremblantes de l'employé nerveux. Hutt, mais il semblait terrifié. Peut-être à l'idée de perdre ses profits. Les valves manquantes, les voix falsifiées, c'était son œuvre, pas celle de Keel. Keel construisait, Hutt vendait. Et maintenant, son associé étant noyé, il va essayer de disparaître avant que la vibration ne s'éteigne.
Ben s'adressa à ses hommes. « Retournons au chantier, vite !» Mais Holmes était déjà parti. « Nous n'avons pas le temps de le poursuivre sur la route, dit-il. Prenons la ligne. » En quelques minutes, nous étions à bord d'un chariot de maintenance, une plateforme ouverte actionnée par un levier manuel. Le policier nous poussa le long de la voie de service, chaque coup de levier rythmé en accord avec le temps qui nous poursuivait depuis le matin. Le brouillard coulait comme la fumée d'un feu invisible. La voix de Holmes déchira la nuit. « Remarquez-vous, Watson, comment le monde lui-même garde le rythme. Les rails bourdonnent en harmonie, comme s'ils ne voulaient pas renoncer à leur chant. Vous parlez comme s'il était encore vivant. En fait, il l'est. La création survit à son créateur. » Le chariot a cliqueté sur un croisement, des étincelles jaillissant en dessous. Devant nous se profilait la silhouette indistincte du bureau du conducteur. L'enseigne Raven & Hutt était à peine visible à travers le brouillard. À mesure que nous nous approchions, une lumière vacillante apparut à une fenêtre à l'étage supérieur. Ben murmura « Il est là !» Holmes lui fit signe de se taire. Ils descendirent silencieusement, avançant le long de la voie de raccordement. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la même horloge tic-tac sur le mur, mais son rythme était irrégulier, hésitant, comme un battement de cœur sous l'effort. À son bureau, Hutt, pâle comme une feuille de parchemin, rangeait précipitamment des documents dans une mallette. Le ton de Holmes était sévère. « Laissez tomber, monsieur Hutt, le rythme vous trahit. » Hutt s'arrêta net. « Holmes, vous ne comprenez pas. Il était fou, il aurait tout détruit. Et vous espériez le laisser faire pour ensuite vendre les projets de votre entreprise au plus, offrant une fois que les soupçons se seraient dissipés avec lui. » Le visage de Hutt se crispa. « Il m'a forcé, il m'a menacé. » Holmes s'avança, les yeux enflammés. « Non, monsieur, vous l'avez manipulé. Vous avez joué de ses plaintes comme d'un instrument jusqu'à ce que son obsession vous rapporte. Vous êtes le véritable chef d'orchestre de cette symphonie infernale. » Baines fit un pas en avant pour l'attraper, mais Hutt saisit la mallette en laiton et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un autre dispositif de transmission qui émettait un léger bourdonnement. La voix de Holmes était basse mais mortelle. « Ne le touchez pas. Cette vibration est reliée à la même ligne que nous avons coupée. Vous achèveriez sa mélodie. » Pendant un instant, Hutt hésita. Puis, le désespoir l'emporta sur la raison et il appuya sur le levier. Un profond tremblement répondit par en dessous. Les rails eux-mêmes chantaient comme des fils métalliques frappés. Holmes se précipita en avant, arrachant les fils, et le son s'éleva jusqu'à devenir un cri aigu avant de s'éteindre brusquement. Le silence qui suivit était total, immense. Même la ville semblait retenir son souffle. Holmes se redressa, haletant. « La dernière note, dit-il. Et maintenant, il ne reste plus que l'écho. » Quelque part le long de la ligne, faible et tremblant, cet écho finit par arriver. Un seul son métallique qui roulait dans le brouillard, comme la résonance mourante d'un vaste instrument invisible. Le son métallique trembla jusqu'à disparaître dans le silence, ne laissant que le léger sifflement de notre respiration et le tic-tac irrégulier de l'horloge murale de Hutt. Holmes resta immobile, une main sur le fil coupé, les yeux fixes, comme s'il écoutait quelque chose que ni Baines ni moi ne pouvions entendre. « Voilà, dit-il calmement. Le mécanisme s'arrête, mais la vibration persiste. C'est donc cela, Watson. Un écho qui persiste au-delà du silence. » Baines expira bruyamment. « C'est fini, monsieur Holmes. La ligne est morte, le relais détruit. Nous pouvons maintenant l'arrêter. » Hutt baissa les épaules. « Arrêtez-moi alors, je n'ai aucune défense. » Sa voix était fragile, dépourvue de la malice de tout à l'heure. « Mais comprenez bien ceci. Qui l'aurait fait pire si je lui avais dit non, j'ai essayé de l'arrêter. » Holmes le regarda avec une expression presque compatissante. « Pourtant, vous avez tiré profit de sa folie, monsieur Hutt. Vous l'avez alimentée parce qu'elle servait vos intérêts financiers. Vous avez nourri l'obsession d'un homme jusqu'à la transformer en un instrument de ruine. » Hutt se couvrit le visage. « Vous ne pouvez pas savoir comment ont été ces années. Le bruit incessant, les ordres, le mépris pour notre travail. Qu'il croyait pouvoir faire chanter, le chemin de fer, un système qui penserait par lui-même. Je voulais seulement le vendre, pas le détruire. » « Le commerce a justifié bien des maux, » répondit Holmes. « Mais ce n'est pas l'invention qui vous condamne, c'est la dissimulation. Vous avez transformé le son en secret et le secret en mort. » Ben saisit Hutt par le bras. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer devant un magistrat. » Holmes acquiesça distraitement. « Laissez-le se reposer un moment, inspecteur. Le corps peut survivre à la conscience. » Il s'approcha de la mallette télégraphique qui bourdonnait encore faiblement sur le bureau.
Étrange, n'est-ce pas, Watson? Même maintenant, l'appareil tente d'achever son cycle. Je m'approchais, entendant un léger rythme sous la surface. Un tic-tac répétitif, irrégulier mais insistant. Presque comme une respiration. Exactement. Holmes régla un cadran, l'air concentré. Le projet de Keel utilisait la résonance naturelle. Le métal lui-même devient le conducteur. L'énergie est maintenue tant que le mouvement se poursuit le long de la ligne. D'une certaine manière, le chemin de fer continue de battre comme un cœur. Ben fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Holmes? Cet homme est mort. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Peut-être, mais souvenez-vous, le signal que nous avons intercepté ce soir a reçu une réponse. Nous avons entendu 2 réponses, une provenant de la rivière et une autre provenant de cette pièce. Il reste une 3e source. Vous voulez dire quelqu'un d'autre? Un autre complice? Pas un homme, inspecteur, dit lentement Holmes. Un mécanisme. Il y a un autre relais caché le long de la ligne, indépendant de Keel ou Hutt. Le système a été conçu pour s'adapter, pour écouter le rythme et le répéter automatiquement. Si la vibration continue, elle se perpétuera indéfiniment, tirant son énergie des trains en transit. Je sentis un frisson me parcourir. Alors, le danger n'est pas écarté? Pas tout à fait. Une machine sans esprit, qui répète la chanson d'un homme mort, peut encore tuer là où lui ne le peut plus. Il faut la trouver et la faire taire. Baines jura entre ses dents. Bon sang, nous allons devoir fouiller toute la ligne. La bouche de Holmes se contracta en quelque chose qui ressemblait à un amusement sombre. Ce n'est pas le cas. Même les instruments les plus simples laissent une trace. Rappelez-vous le modèle de l'écho que nous venons d'entendre. Faible, retardé, déformé. Cela nous indique que l'appareil se trouve au nord, là où les rails courbent et où la vibration doit parcourir une plus grande distance pour revenir. Il se retourna brusquement. « Watson, mon carnet !» Je le lui tendis. Il fit un croquis rapide, traçant des arcs et des intervalles avec une précision mathématique. Ici, l'ancien croisement sous Blackfriars Bridge. Les poutres, métalliques, sont creuses, une acoustique parfaite pour l'amplification. Notre voix finale chante depuis cette gorge de fer. Ben serra plus fort le bras de Hutt. « Alors nous finirons ce soir. » Holmes ferma son carnet. « À l'aube, inspecteur. Le son se propage plus clairement lorsque la ville est silencieuse. Nous entendrons son battement comme une horloge sous un oreiller. » Nous attendîmes que la nuit passe dans le bureau de la gare. La pluie frappait légèrement contre la fenêtre, et de temps en temps, les rails grinçaient au passage d'un train de marchandises au loin. Holmes resta assis, immobile, à l'exception du léger tapotement de ses doigts sur le bureau. 1, 2, 3, pause, 1, 2. Le même rythme, mais plus doux, presque pensif. Finalement, la grisaille du matin s'installa dans la pièce. Holmes se leva. « Maintenant, messieurs, écoutons. » L'air était froid lorsque nous montâmes sur le quai. Le brouillard flottait en lambeaux sur la rivière, mais au-delà, on entendait un léger tremblement. Clang, clang, clang. Holmes leva la tête. Voilà, la résonance de l'acier frappant l'acier. La ligne elle-même répond. Les hommes de Baines se précipitèrent avec leurs lanternes, se dispersant le long des rails. À mesure que nous nous approchions du pont, le son devenait plus clair, chaque battement résonnant à travers la travée métallique comme le son d'une énorme cloche. Holmes s'arrêta sous l'arche, où nous avions trouvé pour la première fois l'employé assassiné. « Comme il est approprié que la fin rejoigne son commencement, » murmura-t-il. Il s'agenouilla, collant son oreille contre le rail. « Il se trouve juste après le premier pilier. Si tu tends l'oreille, tu peux entendre le battement. » Je le fis, et comme prévu, je sentis une faible vibration contre ma joue, constante et anormale. « Tu as raison, il est vivant. » Holmes se redressa. Le mécanisme final de Keel, il attend un signal qui ne viendra jamais, mais l'énergie reste piégée dans sa bobine. Baines fit signe à ses hommes. Enlevez cette section. Alors qu'ils soulevèrent le couvercle en fer, un jet de vapeur s'échappa dans un sifflement. À l'intérieur se trouvait un dispositif compact en laiton et en cuivre, dont le cœur pulsait d'une faible lumière. Holmes y glissa une main gantée. « Attention, il reste de la charge. Un faux mouvement pourrait compléter le circuit. » Il sortit un petit tournevis de sa poche et tourna une seule vis. Le battement ralentit, puis s'arrêta. Le silence nous enveloppa. Holmes expira doucement. « Voilà, Watson. » La ville respire à nouveau. Baines fixa le mécanisme ouvert. Voilà ce qui cachait tout le bruit de Londres, une machine qui battait comme un cœur sous ses rues. Holmes remit délicatement le panneau en place.
Et maintenant, elle dort. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le premier train du matin approchait, avec son sifflement grave et plaintif. Alors qu'il passait au-dessus de nos têtes, les roues chantaient le long de l'acier d'une note claire et ininterrompue, un son sans menace, pur et nuancé. Holmes regarda la courbe ombragée de l'arche. C'est étrange comme la musique et le meurtre partagent une frontière commune. Keel recherchait la perfection du son et n'a trouvé que le silence. Hutt recherchait le profit et n'a trouvé que le désespoir. Le rythme est terminé, mais son écho continuera de résonner en ce lieu. Le dernier wagon du train disparut dans le brouillard. Les rails, encore vibrants, émirent une dernière vibration, légère, persistante, presque humaine, avant de redevenir silencieux. La dernière vibration s'estompa dans le silence, et nous restâmes sous l'arche, avec pour seul bruit le faible sifflement de la vapeur qui se refroidissait entre nous. Holmes resta immobile, le regard fixé sur les rails comme s'il pouvait encore parler. « Vous le sentez, Watson » dit-il doucement. Au moment où un son s'éteint, l'air lui-même semble réticent à l'oublier. Même le silence se souvient. Baines prit une longue inspiration. « Alors, c'est vraiment fini ?» Holmes secoua légèrement la tête. « Fini ? Non, inspecteur, simplement terminé. Chaque composition laisse une queue, une douce récapitulation où se cache le sens. Nous avons fait taire la machine, oui, mais le mobile nous échappe encore. »« Le mobile ?» demandai-je. « Certainement la cupidité de Hutt et le fanatisme de Keel. Quoi d'autre ?» L'expression de Holmes se fit tendue. « Cela explique l'acte, pas l'étincelle. Il reste une voix dans ce cœur que nous n'avons pas encore entendue. » Baines fronça les sourcils. « De qui ?»« Du mort, » répondit Holmes. « L'employé retrouvé sous cette arche. Une victime placée comme un signe de ponctuation à la fin de leur plan. Mais pourquoi lui ? Il n'était ni ingénieur, ni rival, seulement un messager. » Soudain, je me souvins de quelque chose. Le télégramme ? Peut-être portait-il son écriture. Les yeux de Holmes brillèrent. « Exactement, mon cher ami. Il l'a écrit, mais pas pour moi. Quelqu'un l'a forcé à l'envoyer au nom de Bain, sachant que cela m'amènerait là-bas. Un appât, en somme. Que savait-il, ou que menaçait-il de révéler, pour exiger une disposition aussi théâtrale ?» Bain se frotta le menton. « Nous pourrions examiner son logement. Ses papiers sont au Yard. » Holmes se tourna brusquement vers lui. « Allons donc à Scotland Yard. Son silence pourrait encore parler. » La lumière pâle de l'aube se répandait sur la Tamise alors que nous retournions vers Westminster. Le bruit des sabots résonnait sous les ponts, chaque coup rappelant le battement qui avait hanté notre affaire depuis le début. Holmes parlait peu, mais il murmura une fois « Chaque meurtrier laisse derrière lui un fragment de conscience. Il suffit de trouver la bonne fréquence pour le faire résonner. » À Scotland Yard, Baines nous conduisit dans une petite pièce où étaient conservées les preuves, où les effets personnels de l'employé étaient disposés de manière ordonnée. Un portefeuille déchiré, un abonnement de train et plusieurs feuilles pliées attachées bien avec une ficelle. Holmes se pencha immédiatement dessus. « Observez, Watson, les bavures d'encre le long du bord inférieur. Un homme habitué à travailler au télégraphe traîne la main lorsqu'il écrit. Et ici, une enveloppe adressée à R&H privé. Non envoyé. » Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuilleuse de papier à en-tête de l'entreprise, densément écrite. Je me penchai par-dessus son épaule pendant qu'il lisait à haute voix. « À Monsieur Hutt, si vous n'honorez pas le contrat, je devrais porter l'affaire devant le Conseil. Le projet de Monsieur Keel ne peut être utilisé pour la signalisation sans son consentement. J'ai conservé des copies de la correspondance. Cordialement, L. Morley. » Holmes tapota la signature du doigt. Notre victime, Monsieur Morley, n'était donc pas un simple employé. Il était titulaire du brevet à son nom, peut-être en tant que fiduciaire de Keel, qui n'avait pas les moyens de le protéger. Hutt, craignant d'être découvert, a éliminé à la fois l'obstacle et le témoin. Baines émit un sifflement étouffé. La folie de Keel a donc commencé par la trahison, et elle s'est terminée par la manipulation, répondit Holmes. Le vol de Hutt a transformé son idéalisme en vengeance. Ainsi, deux hommes ont construit une machine pour rendre justice et l'ont perverti en meurtre. Il plia soigneusement la lettre. Notez également que Morley a menacé de s'adresser au Conseil. Nous devons confirmer s'il a essayé. Un agent apporta les registres de la société. En quelques instants, Holmes les avait étalés sur la table. Voici une entrée datée de 2 jours avant le meurtre. Monsieur Morley a demandé un rendez-vous avec les directeurs. Il a été reporté, signé par Hutt lui-même. Cela a scellé son destin. Je ne pus retenir un frisson.
Dire que tout ce sang a coulé à cause d'un rendez-vous reporté. Holmes me regarda gravement. Les banalités engendrent plus souvent des tragédies que la méchanceté, Watson. Une simple hésitation bureaucratique peut s'avérer plus fatale qu'une balle. Baines lisait une autre note trouvée parmi les documents de l'employé. Regardez ici, la moitié d'un horaire déchiré, les horaires des trains griffonnés au crayon. Holmes s'en empara. Ah, la pièce manquante du puzzle. Chacun de ces éléments correspond aux intervalles de vibration que nous avons tracés. Morley a, sans le savoir, enregistré les expériences de Keel sur la transmission du son. Lorsqu'il a pris conscience du danger, il s'est tourné vers Hutt pour l'avertir, mais il a découvert que Hutt était déjà complice. Il appuya la feuille contre la fenêtre et la lumière révéla de légères empreintes sous l'écriture. Et en dessous, qu'est-ce que c'est? Une autre écriture complètement différente. Les mots « preuve envoyée, vendredi soir, Temple-Pierre ». « Temple-Pierre » s'exclama Ben. « C'est en amont de l'endroit où Keel s'est noyé. » Holmes sourit faiblement. « Ce n'est pas une coïncidence. Morley a envoyé les preuves là-bas, peut-être à un intermédiaire, quelqu'un qui ne les a jamais reçues. Le colis pourrait encore être là où il l'a caché. Je demandai, mais à qui aurait-il confié le transport? Holmes répondit calmement. Il faisait confiance à la poste, et la poste faisait confiance au fleuve. Beaucoup de lettres se perdent entre les deux. Il prit son chapeau. Inspecteur, demandez au plongeur de chercher près de Temple-Pierre. Si le courant ne l'a pas emporté, nous pourrions encore récupérer le véritable témoignage du projet de Keel. Ben acquiesça et s'éloigna rapidement. Resté seul, Holmes se tourna vers moi avec une intensité qui semblait brûler la fatigue. Vous voyez, Watson, la musique de cette affaire ne réside pas seulement dans la mécanique, mais dans la conscience. Le rythme de la tromperie naît d'un seul battement de négligence. C'est la mélodie morale de Londres elle-même. Avant que je puisse répondre, un officier en uniforme apparut sur le seuil. « Message pour l'inspecteur Baines, monsieur. Urgent. » Il tendit un bout de papier à Holmes. Holmes le lut à haute voix. Les plongeurs rapportent avoir récupéré un objet, un étui métallique portant les initiales LM, Temple-Pierre. Je sursautai. La preuve de Morley. Les yeux de Holmes brillèrent. La dernière mesure de la partition, mon cher ami. Nous allons maintenant entendre comment résonne la vérité lorsqu'elle se heurte à la culpabilité. Nous accompagnâmes Baines au bord du fleuve, où la lumière grise se reflétait sur l'eau. Un agent sortit des eaux peu profondes, un petit étui en laiton recouvert de limon. Holmes le prit avec révérence, ouvrant le fermoir avec un canif. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait une série de diagrammes et de lettres, tous parfaitement conservés. Il tourna les pages les unes après les autres, avec une expression passant de la curiosité à l'étonnement. « Magnifique » murmura-t-il. « Le système de Keel pour traduire les vibrations en mouvements mécaniques. Un esprit en avance sur son temps. Et ici, la note marginale de Morley. À partager librement, à ne pas vendre. » « Alors, tous ces meurtres ont été inutiles ?» demandai-je. Holmes referma délicatement la mallette. « Au sens matériel, oui, mais au sens moral, ils ont peut-être réalisé ce que Keel souhaitait, dénoncer la corruption, même au prix de la ruine. » Il se redressa, le regard fixé sur le fleuve qui coulait lentement. « Chaque invention cherche à élargir la portée de la voix humaine, Watson. Ce soir, nous avons entendu à la fois son harmonie et sa discorde. » Le sifflement d'un bateau à vapeur qui passait rompit le silence matinal long et grave, un son triste et étrangement paisible. Le gémissement du sifflet se propagea sur l'eau jusqu'à se dissoudre dans l'air du matin. Holmes le suivit du regard, l'expression indéchiffrable. « Un requiem, Watson, » dit-il à voix basse. « Londres enterre ses morts au rythme de son industrie. » Puis, avec une énergie soudaine, il referma brusquement l'étui en laiton. Pourtant, les vivants doivent interpréter ce que les morts ont composé. Ben s'approcha du quai, secouant l'eau de la rivière de son manteau. « Nous allons déposer ces documents en lieu sûr au yard, monsieur Holmes. Si seulement la moitié de ce que vous suggérez est vrai, cela disculperait le pauvre Morley et condamnerait Hutt pour conspiration. » Holmes acquiesça. « La justice, inspecteur, joue rarement une seule note. Hutt répondra de son rôle, mais ne sous-estimez pas le nombre d'oreilles qui se sont commodément rendues sourdes. Je soupçonne que le conseil d'administration de Raven & Hutt préférera que cette mélodie ne soit pas entendue. Je remarquais, vous voulez dire qu'ils ont approuvé le vol ?» Les lèvres de Holmes se courbèrent légèrement. Peut-être pas ouvertement, mais le silence peut servir la cupidité mieux que les applaudissements.
Voilà, mon cher Watson, la symphonie moderne, le commerce qui dirige la moralité d'une baguette étouffée. Ben fronça les sourcils. Vous pensez donc que la société elle-même, assez pour en tirer profit, pas assez pour être condamnée, l'interrompit Holmes. C'est toujours l'équilibre du crime respectable. Il tourna l'affaire entre ses mains, l'écoutant comme s'il pouvait murmurer quelque chose. Cependant, une fois découverte, la vérité possède son propre ton et se propage plus loin que les mensonges ne peuvent l'imaginer. Nous sommes retournés à Baker Street plus tard dans la matinée, fatigués et couverts de la boue de la rivière. Madame Hudson nous a accueillis à la porte avec son calme habituel, même si son regard s'est attardé sur les taches sur nos manteaux. « Je vous envoie du café, messieurs, » dit-elle, puis elle se retira, laissant le léger tintement de la vaisselle remplir le silence. Holmes jeta son chapeau sur la table basse et se laissa tomber sur la chaise près de la cheminée. « Il y a une certaine ironie, Watson, » murmura-t-il. L'instrument que Keel avait conçu pour permettre aux hommes de communiquer plus clairement a failli noyer Londres sous le bruit. Et pourtant, de ces restes, nous tirons un fragment d'ordre, la preuve que même le chaos contient une structure. « Vous semblez presque compréhensif, observai-je. »« Je le suis, » répondit-il simplement. « Le génie de cet homme était indéniable. La folie n'est que du génie sans boussole. » Il sortit l'un des schémas récupérés et l'étala sur ses genoux. Les lignes courbes et les annotations brillaient faiblement à la lueur du feu. Vous voyez, ici, qu'il a utilisé des rapports harmoniques identiques à ceux utilisés en physique acoustique. Avec un peu de raffinement, une telle invention pourrait révolutionner la télégraphie. Imaginez, Watson, un système qui parle sans fil, qui transmet des messages à travers l'air lui-même. Je ris doucement. Une merveille digne d'un roman. La fantaisie d'aujourd'hui, l'utilité de demain, dit-il. C'est toujours ainsi. Et pourtant, on se demande si l'humanité deviendra assez sage pour savoir utiliser les outils qu'elle invente. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement, son battement se confondant avec l'écho encore gravé dans ma mémoire depuis le pont. J'avais presque l'impression d'entendre le grondement lointain de la ville s'y joindre, une seule impulsion incessante sous le calme de notre salon. « Vous n'avez pas vraiment classé l'affaire, dis-je. » Holmes leva brusquement les yeux. « Non, parce qu'il y a quelque chose d'irrésolu, un écho si tu veux. » Il se leva et se mit à faire les 100 pas devant la cheminée. « Tu te souviens de la dernière vibration que nous avons entendue lorsque le mécanisme s'est arrêté ? Ce son faible, semblable à celui d'un être humain. Je ne peux pas l'expliquer. » Je souris devant son malaise. « C'est peut-être une illusion due à la fatigue. » Il secoua la tête. « Non, Watson, j'ai mesuré l'illusion trop souvent pour la confondre avec la réalité. Les rails étaient morts, le courant coupé, et pourtant ce son persistait, vivant, réactif. Il y a un dessein derrière tout cela. » Baines, qui était resté près de la porte, s'éclaircit la voix. « Nous avons démantelé le dispositif, monsieur Holmes. Les ingénieurs de Scotland Yard jurent qu'il n'y a plus de courant. » Holmes le regarda longuement, l'air impassible. « Pourtant, vous l'entendez encore, inspecteur ?» Baines cligna des yeux. « J'entends quoi ? » ?»« Le rythme. » Holmes tapota le bureau du bout des doigts. 3 coups légers, une pause, un plus long. Il nous a suivis depuis la rivière, depuis l'arche, jusqu'à cette pièce. Ce n'est peut-être pas du tout mécanique. Un frisson me parcourut. Alors quoi, bon sang ? La résonance psychologique, dit-il doucement. L'esprit ayant été immergé dans un schéma, continue sa mesure longtemps après que l'oreille ait oublié. Nous ne sommes pas hantés par des fantômes, mais par la mémoire elle-même. Baines parvint à émettre un rire forcé. « Je préférerais affronter un fantôme plutôt qu'un autre de vos schémas infernaux, monsieur Holmes. » Holmes sourit faiblement. « La différence est négligeable, inspecteur. Les deux persistent au-delà de toute raison. » Nous restâmes assis dans un silence, amical pendant un moment, le feu crépitant doucement. Puis Holmes se tourna vers moi avec une gravité soudaine. « Watson, nous avons un service à rendre à la mémoire de Keel. Son invention, libérée de la corruption, pourrait encore servir l'humanité. Je veillerai à ce que ces documents parviennent à des hommes de science honorables, et non à des spéculateurs. »« Les publierez-vous ? » ?»« Anonymement, » répondit-il. « Laissons le monde adopter sa musique sans connaître son compositeur. C'est une miséricorde suffisante. » Ben se leva. « Je veillerai à ce que Hutt soit inculpé avant le coucher du soleil. Vous témoignerez, bien sûr. » Holmes inclina la tête. « Certainement, même si j'oserais dire que la mélodie disparaîtra bientôt de l'oreille du public. Londres prospère en oubliant ce qui trouble sa conscience. » Une fois l'inspecteur parti,
Holmes resta à fixer les braises. Un léger bourdonnement flottait dans l'air, si léger que je pensais d'abord qu'il provenait de la cheminée. Holmes leva les yeux. « Vous l'entendez aussi, Watson ?» J'écoutais. Le voilà de nouveau. Une vibration sourde, 3 battements et un long si léger qu'il semblait faire partie du souffle même de la pièce. « C'est peut-être juste le vent, » dis-je, sans grande conviction. Il sourit, mais son regard resta fixé sur l'horloge posée sur la cheminée. Si c'est le cas, il a appris le rythme de Keel. Le son persista encore un instant, puis s'évanouit dans le tic-tac de l'horloge, ne laissant que ce battement silencieux et incessant pour marquer le temps. Holmes se servit une tasse de café, le liquide coulant à un rythme régulier. « Vous voyez, mon ami, le véritable mystère n'est jamais le crime, mais l'écho qu'il laisse derrière lui. Les hommes meurent, les machines tombent en panne, mais le schéma reste le même. Londres conservera son rythme, même si personne ne sait d'où il vient. » La tasse tinta doucement sur la soucoupe. Je regardais le feu, où les braises brillaient comme les rails que nous avions parcourus dans l'obscurité. Et dans ce silence, il me sembla entendre très faiblement, quelque part au fond de la ville, le son du fer sur le fer, 3 coups courts et un long. Le faible tintement du fer sur le fer semblait suspendu dans l'air entre nous, ni imaginaire, ni tout à fait réel. Holmes posa sa tasse et se leva d'un mouvement brusque et décidé. « Vous l'avez entendu, Watson, donc cela existe. » J'hésitais. « Peut-être que la ville ne fait que répéter ce que nous avons vécu. »« Peut-être, dit-il, mais la ville répète rarement un rythme privé. » Il s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en grand. La rue en contrebas dormait encore dans la pâle lumière du matin, mais sous le bruit d'un chariot lointain, on pouvait entendre le rythme caractéristique. 3 courts, un long, porté par l'air comme le battement d'un tambour invisible. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. Donc, le refrain continue. Une partie du dispositif de Keel répond encore au battement de la ville. Les pas lourds de Bain résonnèrent dans l'escalier avant que je puisse répondre. Il entra, son chapeau à la main, l'air à mi-chemin entre la satisfaction et l'inquiétude. « Holmes, Scotland Yard a confirmé les aveux de Hutt. Il admet avoir falsifié le télégramme et caché les documents de Morley. Il dit qu'il ne voulait pas tuer l'employé, mais seulement lui faire peur. » Le ton de Holmes était sec. Le remords est souvent plus éloquent après l'arrestation. Et les fragments du mécanisme que vous avez récupérés sur le pont. Ils ont été transférés dans notre coffre-fort, dit Baines. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Les ingénieurs jurent quand même qu'ils entendent encore un léger bourdonnement provenant des pièces, comme si le métal se souvenait de la vibration. Holmes me jeta un coup d'œil. Vous voyez, Watson ? Même la science confirme ce que la conscience soupçonne. Ben fronça les sourcils. Vous ne voulez pas me dire que nous sommes poursuivis par des machines ? Non, dit Holmes par l'intention. L'énergie ne peut pas mourir. Elle se transforme simplement. Le modèle créé par Keel a trouvé de nouveaux conducteurs. La question est « où ?» Il se tourna brusquement vers les étagères et prit une carte de la ligne Southwark. Observez. La résonance principale se trouvait le long de cette branche sous Blackfriars. Mais les vibrations voyagent dans les deux sens. Si une section du système était restée intacte, peut-être enfouie dans les tunnels les plus anciens, elle pourrait encore vibrer par sympathie lorsque les trains passent au-dessus. Ben se gratta la tête. « Vous pensez donc que c'est ça, le bruit ?» Holmes tapota la carte. « Si nous avons de la chance. Si ce n'est pas le cas, alors quelqu'un a trouvé ces vestiges et a appris à en jouer. » Je le fixai du regard. « Vous pensez qu'il y a un autre imitateur ?»« Pas un imitateur, Watson, un héritier. » Il enroula rapidement la carte. « Toute obsession engendre des disciples. Un ouvrier ferroviaire, peut-être un apprenti, qui a entrevu le génie de Keel et a confondu la destruction avec le génie. » Baines était sombre. « Alors il vaut mieux que je vienne avec vous maintenant. » Un agent de police sur l'embankment jure avoir entendu le même bruit depuis l'aube, provenant toujours de sous le pont. Holmes attrapa son manteau. Alors, l'affaire continue son bis. En quelques minutes, nous étions dans un taxi, les roues cliquetant sur les pavés mouillés, le bruit se fondant dans le rythme qui nous avait tous hantés. Le brouillard se dissipait lorsque nous avons atteint l'embankment. Le fleuve scintillait d'une lumière pâle. Un agent nous attendait près des arches, le visage tendu. « Écoutez, monsieur, » murmura-t-il. Sous le pont, on entendait le même rythme mécanique, indubitable. Clang, 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 clang. Holmes s'accroupit, l'oreille collée contre la pierre. « Cela résonne à travers les fondations mêmes, » dit-il. « Ce n'est pas l'œuvre de main vivante, c'est simplement la ville qui respire à travers les poumons de Keel. » Baines le fixa du regard. « Vous dites que c'est naturel ? » « Je dis que c'est inévitable, » répondit Holmes.
Le métro aérien a intégré son rythme dans sa structure même. Chaque fois qu'un train passe, les vibrations réveillant les vieilles bobines coincées dans la maçonnerie. La ville elle-même s'en souvient. Le policier fit le signe de croix. « Alors cela ne s'arrêtera jamais, monsieur. » Holmes se redressa lentement. « Pas tant que Londres continuera à bouger. C'est normal, non ? Le rythme d'un homme qui essayait de faire chanter la ville murmure désormais pour toujours sous ses ponts. » Je murmurai. « Alors vous croyez que l'écho ne s'éteindra jamais ?» Il me regarda avec ce mélange de raison et de mélancolie que j'avais appris à connaître. « Tous les échos s'éteignent, mon cher Watson, mais certains mettent plus d'une vie à mourir. Appelons cela une pénitence. » Ben soupira. « Eh bien, cela ne fait de mal à personne. Laissons-le chanter, alors, s'il le faut. » Holmes sourit faiblement. « Vous parlez comme un homme résigné aux fantômes, inspecteur. Peut-être que Londres chantera jusqu'à l'absolution. » Nous restâmes là un moment, tous les trois, tandis qu'un autre train grondait au-dessus de nos têtes. Le son résonna à travers l'arche, amplifié par la pierre, la note finale s'élevant comme le souffle d'un géant endormi. Lorsqu'elle s'évanouit, seul le fleuve parlait, son clapotis formant un faible contrepoint à ce refrain mécanique. Holmes se retourna pour partir. « Venez, Watson, l'affaire se termine là où elle a commencé, dans le bruit et la compréhension. »« Mais vous l'avez résolu, protestai-je. Pourquoi ne pas vous reposer ?» Il s'arrêta sur les marches, sa silhouette se découpant dans la lumière grandissante. « Parce que, mon ami, le silence n'est jamais définitif. Il change seulement de tonalité. » Nous sommes retournés à Baker Street alors que la ville s'éveillait. Le bruit du laitier résonnait dans la rue, écho banal des rythmes que nous avions poursuivis dans l'ombre. Holmes s'assit à nouveau près du feu et sortit son violon de son étui. Sans dire un mot, il l'accorda, puis fit glisser son archet sur les cordes. 3 notes courtes, une longue, le même schéma ancien, mais transformé, adouci, humanisé. Le son emplit la pièce, non plus menaçant mais élégiaque. « Vous voyez, Watson, dit-il en baissant son instrument, même la discorde peut être résolue si elle est jouée de la bonne main. Qu'il cherchait à dominer le son. Nous cherchons sa signification. Peut-être qu'un jour la ville apprendra la même chose. » Je souris. « Alors, tu as fait la paix avec elle ?»« Avec elle et avec moi-même. » Il se leva, posant le violon sur la table. Chaque mélodie se termine dans le silence, mais le silence n'est que l'intervalle avant la phrase suivante. Le feu crépitait doucement. Dehors, la ville répondait par le son d'une cloche lointaine qui roulait faiblement sur les toits, en parfait rythme avec ses paroles. Holmes regarda vers la fenêtre et inclina la tête, comme pour saluer un chef d'orchestre invisible. « Écoute bien, Watson, dit-il à voix basse. Londres marque le temps. » La cloche sonna à nouveau, 3 coups brefs et un long, et le son se dissipa dans le brouhaha animé de la ville jusqu'à devenir indiscernable du battement régulier d'un cœur humain.